Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de The Free Agent où aujourd'hui on va parler de baseball. On va parler de plusieurs choses qui ont pu se passer dans la semaine par rapport à notre dernier épisode. Et pour ce faire, je serai accompagné de deux des rédacteurs MLB de The Free Agent, à savoir Nicolas. Salut Nico. Salut Charles, salut Damien, salut tout le monde. Et du coup, tu m'as spoilé. Le deuxième, c'est Damien. Comment tu vas, Damien? Salut Charles, ça va? Salut à tous, salut Nico. Bon, avant qu'on déroule un petit peu le fil de notre épisode, je voulais remercier les mecs de French MLB qui ont fait une petite émission dimanche soir, qui ont fait leur quatrième multiplex, comme ils l'appellent, le quatrième du nom, qui était en live sur YouTube, et ils ont parlé. Ils ont un peu parlé de nous et on a pu participer. J'ai pu participer au live. Ils avaient eu la même idée. Les grands esprits se rencontrent, que la même idée qu'on a développée la semaine dernière avec Damien, à savoir les propositions un petit peu pour si on était à la place de Rob Manfred pour améliorer la MLB. Eh bien, ils avaient eu la même idée, donc ils se sont dit qu'on allait reprendre un petit peu nos idées. Alors, on n'a pas eu le temps de tout développer. Évidemment, la première proposition a pris beaucoup de temps, forcément. Mais je voulais les remercier parce que c'était vraiment super sympa et n'hésitez pas, c'est quasiment tous les dimanches. C'est un peu plus de 2 heures d'émission où on parle un peu des matchs qui sont en cours le dimanche, on a de la chance puisqu'ils commencent tous quasiment à 19h. Et puis pour parler un petit peu de sujets d'actualité. Donc n'hésitez pas, c'est sur leur chaîne YouTube de French MLB. Voilà pour les remerciements. On va dérouler notre émission aujourd'hui. Alors les gars, déjà on va faire un petit point sur l'actu en général et puis bien entendu sur ce qui nous anime là pour cette fin de saison, à savoir les places pour les wildcards. Nicolas, est-ce que tu peux nous faire un petit point assez rapide, hein, il n'y a pas d'une semaine à l'autre, c'est pas passé grand-chose, mais est-ce que tu peux nous faire un point sur l'American League et la National League? Ouais, si tu veux, l'American League, le retour des Yankees, voilà, qui chamboule un peu tout dans l'American League parce que bon, juste avant le All-Star Game, on les voyait pas du tout, ne serait-ce que jouer les wildcards. Et là, ils sont bien installés dans leur place pour les wildcards. Et si on s'arrêtait là, ils recevraient les White Sox, les Red Sox, pardon. Les Red Sox. Et donc, voilà, c'est assez impressionnant. Ils sont sur une série de 11 victoires d'affilée depuis cette défaite au fameux Field of Dreams. Le mois d'août, c'est exceptionnel. Je crois qu'ils ont juste 9 défaites sur tout le mois, donc c'est incroyable. Et de l'autre côté, les Red Sox se sont complètement effondrés, enchaînant les défaites, se faisant dépasser par le rival de New York. Et puis, il y a aussi Oakland qui a encore un coup à jouer, même si pour l'instant, ils sont hors de la zone pour les wildcards. Donc voilà, ça reste assez disputé. Après, depuis la semaine dernière, il ne s'est pas passé donc, voilà, énormément de choses. Il n'y a pas eu un grand chamboulement. Et après, dans la National League, la grosse déception des Padres, quoi. Pour l'instant, ils se sont fait doubler par les Reds. Ils ont encore perdu cette nuit contre les Dodgers. Voilà, ça va devenir un peu inquiétant avec l'effectif qu'ils ont. Alors certes, ils ont été un peu minés par les blessures, notamment celle de Tatis Junior. Voilà, il est revenu, il joue en champ, donc champ extérieur. Bon, il fait le travail après, voilà, mais bon, du coup, je sais pas trop. Est-ce que moi, on s'était dit qu'on aurait peut-être droit à un Padres Dodgers en wildcard, et puis finalement, on va peut-être se retrouver avec un Dodgers, peut-être un Giants, on ne sait pas, contre les Reds. Donc voilà, ça reste encore assez indécis de ce côté-là aussi. Ouais, tu l'as dit, c'est la grosse nouveauté par rapport à la semaine dernière. Effectivement, c'est que ça y est, les Reds qui avaient lâché 2 petits matchs face aux Cubs notamment sont passés devant. Ils ont un match d'avance. Tu fais bien de le mentionner sur le fait que c'est les Dodgers ou peut-être les Giants qui seront en première place de cette wildcard, parce que les Dodgers sont revenus à 2 matchs et demi seulement des Giants.
Donc effectivement, il y a un gros coup à jouer. Et dans l'American League, il y a Auckland et puis il y a Seattle aussi qui est pas trop loin. Quand on regarde les classements, ils ont que 3 matchs de retard sur les Red Sox. D'autant plus que Auckland et Seattle se sont affrontés notamment hier avec une victoire des Mariners. Donc dans l'American League, c'est peut-être plus disputé que dans la National League. Je ne sais pas ce que tu en penses, Damien. Ouais, oui, c'est nettement plus disputé, mais du coup, je voulais un petit peu rebondir sur ce qu'avait dit Nico. Ce que tu as dit par rapport aux Cubs, l'addition aurait pu être beaucoup plus salée pour les Padres si les Reds n'avaient pas lâché ces deux matchs assez surprenants contre les Cubs où tout semblait aller parfaitement dans leur série, et puis ils ont perdu ces deux matchs pour finir. À un moment où les Padres étaient complètement à la rue, il y a rien, absolument rien d'aller. Donc, ça aurait pu être vraiment, vraiment beaucoup plus dur. Donc là, il reste quand même assez proche. Et j'ai l'impression que cette victoire là, un petit peu folle là contre les Phillies, là, on pensait que leur avait fait du bien, les motiver pour la série contre les Dodgers. Mais vraiment, les Dodgers jouent vraiment tellement bien en ce moment que ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Mais, mais c'est vrai que c'est une grosse déception, les Padres. Et puis, ça aurait pu être pire, quoi. C'est ça, on en est là, quoi. La situation des Padres, ça aurait pu être largement pire que ce que c'est. Effectivement, effectivement. Donc voilà, il n'y a pas de grosses nouveautés. On le sait, les Padres ont un calendrier qui est absolument terrible. En American League, les Yankees, à partir de jeudi, donc ils sont en repos aujourd'hui, mais à partir de jeudi, ils se déplacent à Auckland, justement. Donc pour eux, encore l'occasion de creuser encore un petit peu plus l'écart, de poursuivre leur folle série. Hein. C'est 11 matchs consécutifs sans défaite. C'est une première depuis 1985. Ça remonte à un petit moment. Donc ils auront l'occasion de pouvoir creuser l'écart dès jeudi. L'autre fait marquant de la semaine et qui a même eu encore des répercussions aujourd'hui, Damien, c'est la fin du partenariat historique entre Topps et la MLB pour la production des cartes à collectionner. Et c'est le groupe Fanatics, donc, qui est connu pour la gestion des boutiques officielles des 4 grandes ligues majeures, qui récupère le contrat de la MLB à partir de 2025. Donc un véritable séisme. On en a parlé dimanche dans le multiplex avec les copains de French MLB. C'est un véritable tremblement de terre et qui a eu des répercussions puisque la NBA a suivi. Et puis, il y a une petite heure de ça, on apprenait que la NFL aussi prenait ce chemin-là et arrêtait son contrat avec Panini. Ouais, c'est assez incroyable et puis que c'est quand même peut-être encore plus pour le baseball. C'est vraiment une page un petit peu lourde dans le sens historique du terme qui se tourne parce que Topps a énormément participé à la popularité du baseball tout simplement et puis les cartes de baseball en général ont participé à cette popularité-là avec les cartes dans les chewing-gums et puis avec les cigarettes. Et ça fait vraiment partie du baseball, quoi. On peut pas imaginer le baseball sans les cartes de baseball. Encore peut-être certainement plus que la NBA et la NFL. Ce qui est assez incroyable dans tout ça, je l'ai lu dans sportscardsdigest.com de mémoire, c'est que Topps était au courant de absolument rien. Apparemment, il y a eu un meeting un petit peu entre la MLB et Topps avant le All-Star Game. Et absolument rien ne laissait présager que l'accord allait être coupé. Et il a été coupé sans qu'il soit consulté, sans leur vraiment laisser de la possibilité de faire une contre-offre, de survivre face à tout ça. Donc c'est vraiment une façon très agressive de reprendre le marché. En même temps, le marché a tellement explosé que évidemment, oui, là, c'est sûr que c'est plus du tout un loisir, quoi. Oui, c'est le loisir, le hobby, mais c'est devenu un tel monstre commercial, encore plus avec la pandémie, que vraiment, ça a été très agressif. Oui, Nicolas. Ouais, alors moi je suis un fan de MLB, mais alors, moins des cartes. Moi je voulais savoir, du coup, vous êtes des experts. Qu'est-ce que ça va changer le fait que ça change le fournisseur, les cartes? Est-ce qu'on va avoir un nouvel aspect, un nouveau visuel? Et puis est-ce que les anciennes cartes de Tops, du coup, peut-être que leurs cotes elles vont augmenter, peut-être.
quand on voit comment ça se revend une carte des fois par rapport à la rareté, est-ce que ça va chambouler un peu tout ça, un peu l'économie des cartes MLB? Alors déjà, première chose, le contrat est effectif qu'à partir de 2025, donc il y a encore trois saisons où Topps va pouvoir sortir les séries 1, les séries 2, les Heritage et tout ça, toutes les collections qui peuvent sortir chaque année. Ça, on ne sait pas en fait, on sait vraiment pas ce que ça va pouvoir donner. Euh, est-ce que, alors bien sûr, ils vont être attendus au tournant. Ça c'est une certitude. Topps avait tellement l'emprise et la mainmise sur les cartes de baseball que de voir un nouvel arrivant comme ça, en plus vraiment qui sort de nulle part parce que personne ne s'attendait à ce que ce soit Fanatics. À la limite, on aurait pu penser que il y aurait eu de la co-exclusivité avec Panini ou Upper Deck aussi, mais au final même pas. Et Fanatics bah, qui est plus connu pour vendre les maillots, les suites, etc. arrive. Alors est-ce que ils vont produire eux-mêmes? Est-ce qu'ils vont sous-traiter? Auquel cas, s'ils sous-traitent, ça va forcément faire augmenter le prix des cartes. Le baseball restait assez préservé de l'inflation du prix des cartes comparé à la NBA où les boîtes coûtent 400 $ aujourd'hui par Panini. Donc forcément, si on rajoute un intermédiaire, ça va rajouter au prix. Point positif, peut-être qu'avec le mastodonte qu'est Fanatics en termes de distribution, ben nous, Européens, on va peut-être aussi pouvoir en bénéficier. C'est peut-être une bonne chose. Peut-être qu'aux États-Unis, ça aura un effet négatif sur tous les magasins de cartes. Peut-être que Fanatics va dire, bah non, à partir de maintenant, on est le distributeur exclusif et que on va faire une boutique et comme ça, on garde la main mise dessus. C'est le flou le plus total pour la MLB, les visuels. Voilà, Topps arrivait à faire des choses plutôt intéressantes. On sait que sur la NBA, Panini était assez décrié parce que voilà, c'était pas le design des cartes pouvait laisser à désirer certaines fois. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, c'est peut-être voilà, c'est le flou le plus total et comme ça commence que dans 3 et 4 ans. Je sais pas, Damien, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord avec toi sur le flou et je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que la question clé, ça va être enfin, qui va produire et comment, parce que c'est pas du tout impossible qu'ils rachètent Tops, qu'ils rachètent Upper Deck et que, en fait, au final, je vais pas dire qu'il n'y ait pas grand-chose qui change parce qu'évidemment, ils vont C'est vouloir ça. certainement mettre un petit peu leur griffe et montrer que c'est bon, maintenant c'est Fanatics, mais je pense pas que ce soit non plus dans leur intérêt total de faire un changement radical de quelque chose qui fonctionne. Donc ils vont, à mon avis, vouloir racheter Tops. Ce serait pas plus mal parce que de toute façon, qu'est-ce que va faire Tops? Il leur reste quoi, la Formule 1, la WWE, le catch, Le enfin, soccer c'est pas grand chose. Le et le soccer, ouais. soccer, ouais, pour l'Europe. Ouais. Voilà, donc Non, c'est non, vrai que, je sais pas. il leur reste Ouais, rien ouais, du non, tout. il leur reste. Ouais, ouais. Mais c'était des Et rumeurs puis, qui couraient déjà depuis un petit moment ouais. Que Tops pouvait être racheté. Mais voilà, il y avait rien eu de concret. Je pense que là, effectivement, ça, ça risque de se préciser, sachant que, voilà, comme on vous l'a dit, la MLB, la NBA, la NFL ont déjà changé. Il ne reste que la NHL qui est sous contrat avec Upper Deck aujourd'hui. Il n'y a pas de mouvement pour le moment de ce côté-là. Mais bon, l'effet domino, on a eu en l'espace d'une semaine 3 ligues qui sont passées chez Fanatics. Je vois pas ce qui empêche Fanatics d'aller chercher la quatrième et de prendre aussi la NHL. Donc Ouais, puis c'est ils veulent vraiment contrôler enfin, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment faire un gros monopole. Donc, évidemment, la NHL fait partie du lot. Et la grande question aussi, ça va être la distribution. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit par rapport, est-ce qu'il va y en avoir dans les supermarchés? Est-ce qu'il va y en avoir dans les boutiques? Enfin, c'est tellement de questions. Et je pense aussi que ça va être plus accessible pour nous. Donc, ça, c'est, en étant un peu égoïste, et puis c'est bien d'être égoïste de temps en temps, c'est une bonne chose pour nous. c'est une Mais, bonne chose pour nous. ouais. Voilà, mais après, pour tout le reste, c'est vrai que ça va être un séisme, ou pas, parce que peut-être qu'ils vont essayer de faire en sorte que ça continue, mais je sais pas. Ça va être plein de questions qui vont se dérouler les prochaines années. Mm.
Effectivement, je pense qu'on va tout au long des 3 années qui séparent de cette annonce du début officiel, on aura des éléments au fur et à mesure. Oui, Nicolas, on n'a pas répondu à une de tes questions, à savoir la valeur des cartes. Oui, possiblement, bien entendu, que ça peut avoir une incidence sur la valeur des cartes euh, et, et- et la rareté qu'elles auront. Euh, Tops pourra toujours, euh, Tops pourra toujours produire des cartes, mais à la manière de Panini, il y aura pas de logo. C'est surtout ça, en fait, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut acheter des cartes de baseball autres que Tops, mais il n'y a pas le logo, il n'y a pas, voilà, il y a pas le nom sur le maillot, voilà, on ne peut pas utiliser certaines images, et ça soulève encore d'autres questions, à savoir des joueurs qui ont des contrats exclusifs avec ces fabricants de cartes. Par exemple, le cas le plus célèbre, c'est Michael Jordan qui a un contrat exclusif avec Upper Deck. Donc, que ce soit Panini ou Topps ne pouvaient pas utiliser l'image même de Michael Jordan. Bon, dans une moindre mesure, il y a Ben Simmons qui a un contrat comme ça. Bon, je ne suis pas sûr que les gens se précipitent pour faire des cartes de Ben Simmons. Bon, c'était une petite pique. Mais Merci. voilà, ça soulève encore d'autres questions sur la gestion et comment tout ce petit monde, du coup, va se réorganiser. On va passer à notre sujet du jour, sujet qui va nous intéresser. On a parlé de la course à wildcard, on va parler d'une autre course. On va parler de la course au titre de MVP, the Most Valuable Player. Alors, messieurs, on va commencer par l'American League. C'est peut-être là où il y a le moins de suspense. Le consensus autour du, euh, du, du- du leader pour le moment de cette course au titre de MVP de l'American League auprès des journalistes américains et même français, c'est Shohei Ohtani. Nicolas. Bah oui, clairement, il n'y a personne d'autre. On avait pensé un peu à Guerrero Junior, mais non, je vois personne d'autre. Là, il reste qu'un mois de compétition. Il a l'air d'être en bonne forme encore au Tani. Voilà, il est comparé à Babe Ruth. Il y avait un article sur le Times de ce week-end qui était super intéressant sur la comparaison entre les deux. Il y en a même qui ont dit qu'il était plus fort que Babe Ruth parce que du coup, à l'époque de Babe Ruth, il jouait contre des fermiers, il disait. Donc, du coup, je trouve ça c'est drôle. Mais voilà, non, il surclasse clairement l'American League. Il n'y a personne qui peut prétendre au titre de MVP parce que voilà, même si les Angels, bah, cette année encore, ça va louper les playoffs, même le wild card. Donc voilà, c'est un peu ce qui va faire défaut à Ohtani cette année, c'est de s'arrêter à la fin septembre, de pas goûter au match d'octobre. Donc voilà, mais après, sinon, il fait une saison parfaite. Il fait partie de cette génération dorée de la MLB qui aide à donner une image un peu neuve de la ligue. Donc tout ça fait cumuler ensemble. Je vois pas qui d'autre mettre à sa place dans l'American League. Il fait des stats absolument hallucinants, que ce soit au pitching ou à la batte. Donc voilà, franchement, non, il y a même pas de débat à avoir dans l'American League, ça c'est sûr. On va demander à celui qui compte chaque jour, qui regarde, savoir si Ohtani a frappé un home run, Damien. Oui, Euh, Vas-y. je vais vous surprendre. Hein. Je pense qu'il y a pas. Je suis absolument d'accord sur le fait que Otani mérite le titre de MVP en American League. Euh, c'est vrai que Vladi était dans la course aussi, hein, et au niveau des statistiques, à part au niveau des home runs, tout ce qui est WOBA, betting average, tout ça, c'est vraiment pas ridicule non plus pour Vladi. Je trouve qu'il est un petit peu en moins bonne forme en ce moment qu'Otani. Et c'est peut-être qu'il est en train de jouer, Otani est en train de se démarquer de façon notable. Et puis évidemment, ses performances au lancer, elles, elles ajoutent évidemment quelque chose d'énorme, même si le MVP n'est pas forcément. Il y a un trophée aussi pour le lanceur. Mais bon, c'est peut-être qu'il pourrait même aller le chercher, ça c'est un autre débat encore. Et ça, je pense qu'on pourrait, ça se discute au niveau de l'American League.
Mais non, bah, il n'y a pas de débat. Il est tellement important dans les Angels. Et puis, Mike Trout est vraiment absent depuis très longtemps. Et les Angels, et c'est Shohei Ohtani qui porte les Angels, tant bien que mal, quand même. Et lui, il est toujours là, comme il faut, sans Mike Trout depuis très longtemps. Et ça aussi, je pense qu'il faut le garder en tête. Le fait que c'est lui la star des Angels depuis tout l'été, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Je suis d'accord avec vous. Ohtani fait quelque chose d'incroyable. Si on met effectivement, et Nicolas, tu as raison, si on met de côté le fait que les Angels ne feront pas encore les playoffs cette année, euh, c'est du jamais vu parce que oui, on peut le comparer à Babe Ruth autant qu'on veut. Ces deux époques, ils sont tellement diamétralement opposées et tellement lointaines que la comparaison, elle est plus symbolique qu'autre chose. Maintenant, voilà, il est bon, des deux côtés. C'est ça qui est phénoménal. Il est bon des deux côtés. Vladimir Guerrero, pareil, ne fera a priori pas les playoffs. Par contre, la progression qu'il y a entre l'année dernière et cette année est absolument fulgurante pour ce jeune joueur aussi, qui a 22 ans, qui a terminé MVP du All-Star Game. On parlait de nouveaux visages de la Ligue. On va parler d'un autre tout à l'heure, je pense, quand on parlera de la National League, mais avec Ohtani Vlad et Vladimir Guerrero, on a déjà deux noms qui sont plutôt qu'on risque d'avoir pour ce genre de trophée, à mon avis, pendant un petit moment. Je me suis noté, pour préparer l'émission, je me suis aussi noté deux autres noms qui me paraissaient plutôt pas idiots dans cette course-là. C'est Matt Olson des A's, parce que voilà, il fait une bonne saison sur le marbre, avec un OPS vraiment très très élevé. Et puis Rafael Devers des Red Sox aussi, qui est très bon aussi sur le marbre. Donc il y avait du challenge, et Ohtani, on va être d'accord là-dessus, Ohtani a complètement écrasé la concurrence. À moi, je vois même pas, même si là maintenant, si demain on m'apprenait que Ohtani était blessé, je vois même pas pourquoi on ne lui donnerait pas quand même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, complètement, hein, complètement. Et puis, c'est vrai, comme tu dis, Ohtani, il y a énormément de joueurs qui font une très grosse saison, en fait. C'est vrai que même Matt Olson est presque un peu dans l'ombre, au final, même s'il fait une saison exceptionnelle avec Oakland, qui va peut-être aller en playoff en plus. Et Vladimir Guerrero Jr., il est vraiment excellent, exceptionnel. C'est juste qu'Ohtani, il met la barre tellement haut que il y a pas de course à cause de ça, quoi. Donc, je pense qu'il a assez impacté la saison pour que, même comme tu dis, s'il se blessait demain, on lui donnerait, quoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, tout à fait. Même là, Charles, tu disais Raphaël Devers pour les Red Sox. Moi, je t'aurais dit oui il y a un mois de ça, parce que les Red Sox étaient quand même bien placés. Oui. Ils jouaient les premières places dans leur division. À l'heure actuelle, non. Ça, c'est sûr et certain que lui, il a laissé passer le coche. Et Matt Olson, c'est pareil. Les As, en ce moment, c'est un peu trop irrégulier. Donc, voilà. Certes, eux, ils jouent quand même une place pour les wildcards. Donc, ils ont de l'enjeu, quoi. Donc, ils sont dans une équipe qui marche quand même plus ou moins. Ce qui n'est pas le cas d'Otani. Mais Otani, après, il a vraiment ce côté-là où Damien, il peut en témoigner, puisque tous les matins, il écrit sur lui. Mais c'est que voilà, tous les matins, on l'avait déjà dit sur une émission, sur un podcast précédemment, c'est que tous les matins, on se lève, quasiment tous les matins, on voit quelque chose d'Otani. Donc, que ce soit au niveau du lancer, que ce soit au niveau des home runs, en vrai, il se passe toujours quelque chose. Donc, voilà, on sait que la MLB, et Rob Manfred cherchait à dépoussiérer un petit peu la ligue, comme je l'ai déjà dit. Et bah, c'est tout à fait le joueur qui donne envie aux gens de regarder la MLB. Même si on n'est pas fan des Angels, on va regarder parce qu'il y a Ohtani. Dans les stades, les gens vont aller aussi au stade pour voir Ohtani. Là, on l'a aperçu sur les Little World Series.
On voit que il est tout décontracté, il signe des autographes avec les jeunes et tout. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui est aussi voilà, qui se prend pas la tête, voilà, qui est agréable à voir et qui est assez avenant avec les fans. Donc tout ça, la MLB en a besoin et ils ne peuvent pas se permettre de pas mettre en valeur un joueur comme ça. Damien, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, j'allais parler du Little League classique. C'est vrai que c'était vraiment la frénésie autour de Shohei Ohtani. C'était vraiment Shohei Ohtani et Mike Trout, évidemment, mais il y en avait quand même beaucoup plus pour Shohei Ohtani. Et les images où on voit tous les petits autour de Shohei Ohtani pour signer des autographes, quand on voit ça, on comprend vraiment la folie et c'est largement mérité autour de lui. Et puis même pendant le match, il y avait de l'ambiance, mais quand même, quand je suis toujours, mais ça c'est pareil à l'Angel Stadium, même n'importe où d'ailleurs, partout où vont jouer les Angels, quand il y a Shohei qui passe à la batte, on l'entend parce qu'il y a des applaudissements, des hurlements. C'est vraiment, c'est une frénésie, c'est fou quoi. C'est fou parce que ses performances sont folles, donc les réactions des gens sont folles. C'est exact. Je suis absolument d'accord avec Nico quoi. C'est juste parfait pour le baseball parce que c'est une vitrine excellente et internationale en plus, donc c'est vraiment super. Le visage de la MLB, on va en parler, je pense, là dans quelques secondes, puisqu'on va passer à la National League. Et, euh, et on va donc forcément parler de Fernando Tatis Jr. En plus, ça tombe bien, ce matin, j'ai regardé The Rise of El Niño. Je crois que vous aussi, là, cette semaine, on en a discuté pas mal sur nos différents groupes de travail. Super documentaire au passage qui est disponible sur l'appli MLB TV. Allez le voir, franchement, vous verrez un Fernando Tatis. On voit les joueurs de baseball d'un autre angle, puisque nous, Européens, on les voit souvent juste sur le terrain. Là, on le voit aussi un petit peu en dehors. On voit son père, son frère. Il y a des superstars qui interviennent, avec notamment A-Rod. Donc, ouais, allez le voir. Et donc, pour revenir à notre sujet, que je m'écarte pas trop, est-ce que Fernando Tatis est aussi incontesté, incontestable que Ohtani pour euh, sur l'American League? Un peu moins. Il y a plusieurs joueurs dans la National League qui peuvent prétendre au titre d'MVP. Après, moi, j'en ferai mon favori aussi, Fernando Tatis Junior, parce que l'image de Tani, c'est pareil, les highlights qui nous procurent tous les jours quasiment. Bon, après, lui, il a eu des problèmes de blessure cette saison, ce qui n'a pas été le cas d'Otani. Donc, c'est ce qui peut peut-être le pénaliser dans cette course-là, mais sinon, voilà, il a des stats hallucinantes. Il fait des actions de folie, que ce soit en défense ou en attaque. Quand il vole les bases, c'est extraordinaire. Il se contorsionne dans tous les sens. Enfin, il apporte quelque chose au baseball qu'il n'y avait pas non plus avant. Donc voilà, mais après, il reste Max Muncy Ouais. comme prétendant, Freeman du côté des Braves. Moi, je pense aussi, on aurait pu parler de Bryce Harper. Bon, les Phillies, pareil, c'est pas extraordinaire cette année, ça va encore louper les playoffs. Donc, Ouais. c'est ce qui va le bloquer dans la course au titre de MVP. Mais voilà, il y avait un peu de concurrence quand même. Je pense pas qu'elle soit écrasée par Fernando Tatis Junior, même si pour moi, je pense que voilà, ça doit être le MVP de cette saison parce que il apporte tellement de choses. Voilà, à l'image de la MLB. Voilà, tu as parlé du documentaire. Voilà, moi, je l'ai regardé déjà 2 fois. Je pense que je le regarde encore parce que j'ai adoré. Donc, voilà, il est simple, il se prend pas la tête, il est là pour s'amuser. Et puis sur le terrain, on le voit, quoi. Il prend du plaisir et il procure du plaisir aux fans de baseball. Tout pareil, voilà, moi, comme pour Otani, je suis pas un fan des Padres, mais je vais regarder les Padres parce qu'il y a Tati Junior et il aurait été dans n'importe quel type, ça aurait été la même chose, sauf s'il était aux Red Sox, bien sûr. Mais voilà, c'est un joueur qui apporte quelque chose au baseball en plus. Il a ce côté-là, comme a pu le faire il y a quelques années, enfin plusieurs années dans le basket, Michael Jordan, à un degré un peu moindre, parce que bon, le baseball, c'est pas aussi développé dans le monde, même si ça reste un sport quand même assez connu. Mais voilà, il apporte une nouvelle image, et du coup, je trouve que voilà, la MLB, pareil que pour Otani, ne peut pas ne pas mettre en valeur un joueur comme ça. Pas possible. Damien? Ouais, je suis partagé parce que je suis absolument d'accord avec tout ce que vous dites et je pense aussi qu'en plus Tatis fait vraiment une énorme saison avec ses 34 home runs. Pareil, statistiquement,
c'est au-dessus du lot. Il y a aucun doute sur son impact avec les Padres. Il a été souvent blessé, il a été très souvent absent entre ses blessures à l'épaule et sa contamination au coronavirus. Voilà, il a été souvent absent, mais à chaque fois qu'il revient, il est transcendé. C'est incroyable. C'est Fernando Tatis à son meilleur, et Fernando Tatis à son meilleur, en général, ça fait un peu peur. Mais il y a quand même... Max Muncy, quand même, fait une saison énorme avec les Dodgers, et les Dodgers qui n'avaient aucune star, parce que c'est pas Mookie Betts qui fait une énorme saison, c'est pas Cody Bellinger qui les a portés aussi haut, et c'est vraiment, je trouve, Max Muncy qui a été régulier toute la saison, à des moments où, franchement, il n'y avait personne d'autre. Je pense au mois de mai, catastrophique, le mois de mai terrible des Dodgers, il y avait toujours Max Muncy. Donc, ça suffit peut-être pas à enlever le titre de MVP à Tatis pour toutes les raisons que vous avez dites, et avec lesquelles je suis absolument d'accord. Mais quand même, il y a quand même un gros cas à faire pour Max Muncy, parce qu'il a été vraiment énorme pour ces Dodgers, qui sont quand même encore en course pour remporter la NL West. Donc, c'est quand même assez fort. Nicolas? Je suis tout à fait d'accord avec Damien aussi. Si on offre le trophée de MVP à Max Muncy, alors il n'y a pas du tout scandale, parce qu'il fait une saison, comme il a dit, extraordinaire, et puis il porte les champions en titre sur ses épaules un peu quand même, parce que c'est vrai qu'il y a eu des blessures de Mookie Betts, Bellinger qui a loupé aussi pas mal de matchs, parce que voilà, il revenait de blessure. Donc voilà, c'est vrai que c'est lui qui a porté jusqu'à présent les Dodgers. Les Dodgers sont encore dans la course pour remporter leur division. Donc voilà, c'est sûr que si on regarde tout ça, ouais, peut-être que Max Muncy le mérite plus. Et c'est là où il y a, par rapport à l'American League, c'est que il y a encore un débat pour le titre de MVP dans la National League. Et je trouve ça super intéressant et excitant, parce que du coup, ça va nous offrir un mois de septembre assez fou. Là, il y a une série en cours là, entre les Dodgers et les Padres qui peut aussi compter pour le titre de MVP à la fin de la saison aussi. Donc voilà, après, il y avait tellement de joueurs aussi qui auraient pu en faire partie, mais Max Muncy, ouais, clairement, je pense que c'est un des gros candidats. Après, il n'a pas cette image un peu de star qu'a Fernando Tatis, et c'est peut-être ça qui va aussi pêcher dans les votes à la fin de la saison, parce que ça va compter, je pense. Mais clairement, s'il est élu MVP, Muncy, il n'y a pas de scandale. En effet, il n'y aura pas de scandale. On aurait même pu parler, tu as parlé de Freddie Freeman, effectivement, qui porte tout seul les Braves en l'absence de Ronald Acuna Jr. Et on ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'on arrive au bout de l'émission, mais un autre shortstop qui joue aussi aux Dodgers depuis peu, c'était Trea Turner, qui a fait un début de saison avec les Nationals génial, et qui continue aussi avec les Dodgers. Donc lui aussi pourrait peut-être rentrer dans la discussion. Et je ne serais pas étonné qu'aux 3 premières places, on retrouve 2 joueurs des Dodgers, à mon avis, à voir dans quel ordre. Mais sinon, oui, effectivement, Tatis. Donc ça nous donnerait Tatis et Ohtani. Donc effectivement, la place à la jeunesse côté MLB pour les titres de MVP de la saison régulière. On est arrivé au bout de notre émission hebdomadaire. Merci Nicolas, merci Damien. Merci Charles. Merci Charles, merci bien. Merci à vous de nous avoir suivis, et on se retrouve même jour, même heure à peu près, pour débriefer encore de l'actu de la MLB en compagnie de tous de The Free Agents. À très vite.